Donc, à ceux qui voudraient bien aller suivre ce jugement. 48 mois. Et donc, pour Sativi. 4 ans. Donc, on parlait de lui à l'instant. Oui. Qui avait la parole? C'était RSI. Moi, tu sais. Voilà, moi, 48 mois. Moi, ça ne me surprend Donc, ça pas. fait 4 ans? Oui, ça fait 4 ans. Ça ne me surprend pas. Lorsqu'on a une justice. 24 mois, c'est 2 ans. Lorsqu'on a une justice clochardisée, une justice inféodée au pouvoir, on peut s'attendre qu'à ça. Parce que les juges, ils sont tous du pouvoir, on le sait. Il n'y a pas de justice indépendante au Togo. L'Union européenne a modernisé la justice togolaise. On appelle les bâtiments, on a construit de nouveaux bâtiments. Mais les juges togolais, ils sont les plus corrompus. Les juges, moi je l'ai dit, c'est moi qui le dis, ils sont les plus corrompus. Et à plus forte raison, un procureur de la République qui défend l'État. Même si on me dit que l'activité a été condamnée à 50 mois, je ne dirais pas, je ne vais pas hésiter à le croire. Parce que je m'attendais à ça. Puisque la justice, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce que le pouvoir exécutif dicte à la justice togolaise. C'est ça qu'il met en chose. On se rappelle. Alors, amis auditeurs de la radio-télévision d'État Santé du cercle des journalistes, l'information vient de tomber. Folis Sativi ne fait pas partie des détenus graciés. Et au contraire, aujourd'hui, il a été jugé donc, au tribunal de Lomé. Il écope de 48 mois. Pour l'instant, la française n'est pas encore prononcée. C'est oui, mais ce que le procureur a décidé qu'on lui inflige comme peine. On verra bien voilà. quand Tony, s'il te plaît. Oui. Il y a un élément que nous devons, disons, aussi expliquer à nos auditeurs. Et ce que disait Justin Anani, tout de suite, il expliquait que si vous me dites que, attention, Félix Dossavi a volé un portable, mais c'est à vous d'apporter la preuve que j'ai volé le portable. Il a volé le portable. C'est ça. Ce n'est pas... Si on dit Félix Dossavi a l'intention de voler un portable, ça veut dire que l'acte n'a pas été commis. N'a pas été commis. C'est intentionnel. Où est la preuve? Où est la preuve matérielle? Parce que quand il y a justice, il y a toujours sans preuve, vous ne pouvez pas juger quelqu'un. Et dès qu'il y a un doute par rapport, disons, à l'acte incriminé, le doute profite à l'accusé. C'est comme cela. On attend donc la plaidoirie de ces conseils pour voir ce que ça va donner. Oui, parce que pour les auditeurs, peut-être que le son n'a pas été bien clair pour tout le monde. Oui, Justin expliquait que... J'aurais aimé que Justin nous rappelle sur le move. Oui, d'accord. Donc, il dit clairement que l'accusation n'a pas été capable d'apporter la preuve de ce qu'elle dit, c'est-à-dire l'État. Et que les défenseurs, ceux qui défendent, mais voyez-vous, c'est toujours nos frères qui sont avocats. Maître Célestin Adjaré, c'était l'ancien président de l'ETDH. Raphaël Adjaré, l'actuel président. Excusez-moi, et Célestin Agogan, qui est l'actuel président de l'ETDH, et Raphaël Adjaré, l'ancien président de la ETDH, et actuellement, je crois, vice-président du mouvement... Front citoyen. Non, pas le premier porte-parole. Le premier porte-parole, d'accord. Donc, ça veut dire que... Non, le deuxième porte-parole. Le deuxième porte-parole. Le premier, c'est le professeur Dossé. Voilà. Donc, ça montre que ce sont aussi des avocats activistes des droits de l'homme qui sont en train de le défendre. Mais espérons que... Parce qu'il y a d'abord le procureur qui représente l'État qui a dit ceci, qui a... dit qu'il faut lui coller 48 mois, 4 ans. Mais au niveau des débats, et quand le verdict final sera prononcé, on peut réduire ça et puis le libérer. Mais ce que l'État veut faire ici, l'État veut montrer que tous ceux qui veulent s'élever contre lui, il va les casser. Donc c'est aussi... Il va questionner, curieusement, on était en train de parler de Sativi et pourtant il n'était pas à l'ordre du jour en tant que tel dans notre programmation. Et merci à Justin Anani qui vient apporter l'eau à notre vin. Ouais, il nous a beaucoup aidé parce que ça nous a élucidé actuellement. Nous savions ce qui se passe sur le terrain, mais c'est un peu regrettable parce que c'est un jeune homme que tout le monde apprécie très bien. C'est un procès politique. Hein. Oui, c'est clair. Moi, automatiquement, je ne voudrais pas en aucun cas dire que non. En aucun cas, là, conduire les gens en prison. Voilà, je voudrais dire en aucun cas que nos juges sont des juges bien formés, mais quand il s'agit des procès politiques, ils n'ont plus de main. Parce que on leur dicte automatiquement des lois
pour qu'ils gèrent la situation politique. As-tu Mais la preuve? Moi je crois que c'est des parce que ce qui se passe. Voilà, l'actuel ministre de la Justice et celle était le procureur de la Justice. J'ai vu des juges togolais, des procureurs togolais qui ont été très excellents au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la RDC, mais tous ces Togolais qui sont partis là-bas ont été bien appréciés. Cela veut dire qu'ils sont bien bardés de diplômes, mais quand il s'agit des procès politiques et il y a des interférences, ils n'ont plus de main. Pitié. Voilà, j'ai même été formé par un juge, en ce moment président du tribunal d'Atapamé, il n'y a pas très longtemps à Lomé, et qui appartenait au tribunal. À la Cour de justice de l'Afrique qui a pour siège à Tanzanie. Voilà, il était très bon. Voilà. Et pourtant, voilà. Merci beaucoup. On parlait de la C14 qui veut se muer en un grand mouvement citoyen. Les leçons et le bilan à tirer. On va d'abord écouter le bilan avec Pascal Adoko. Vous savez qu'il est le secrétaire général de la CDPA chargé de la politique, des actions politiques. C'est vrai que ça fait 16 mois dans sa phase actuelle, cette lutte. Aujourd'hui, j'ai une satisfaction. C'est que malgré les apparences, nous avons réussi à montrer aux yeux du monde que ce régime est réellement voulu par les populations. Ça, c'est le premier constat. Le second élément de satisfaction, c'est que la CEDEAO et peut-être le reste de la communauté internationale ont rendu un grand service au peuple togolais. En ce sens que, définitivement, tous les Togolais ont intégré le fait que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, comme le stipule si bien notre hymne national. Avant, ça passait inaperçu, mais maintenant, c'est intégré dans le subconscient de tous les Togolais. Nous sommes les seuls artisans de notre bonheur et de notre avenir. Ces deux éléments fondamentaux constituent un succès d'étape capitale pour la poursuite de la lutte. Pascal Adoko de la CDPA qui faisait un peu le bilan des 16 mois donc, de travail acharné au sein de la C14, mais qui finalement, comme disait quelqu'un, a jeté l'éponge au bord du navire, a refusé de prendre donc le bateau ou carrément la pirogue pour aller donc se mouiller pendant les législatives. Mais quelles leçons, quels enseignements peut-on tirer des activités ou des prestations de la C14 au profit du peuple togolais? De bonnes choses en tout cas, selon le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio. On l'écoute. Je rappelle qu'il est le président par intérim de ce parti. L'un des premiers enseignements que nous avons tirés à la coalition de toute cette expérience-là, c'est qu'il y a nécessité de mettre en place un grand mouvement citoyen qui va au-delà des partis politiques, qui va au-delà de la société civile, qui va au-delà des religieux, qui va au-delà de toutes les forces vives de la nation. Ce grand mouvement citoyen va être la nouvelle force qui va déterminer une nouvelle phase de la lutte, une autre manière d'opérer avec des moyens qui seront à la hauteur des objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Je pense que c'est là le nœud de toutes les actions qui vont arriver dans les prochains mois. Dans ce grand mouvement d'ensemble, nous devons nous projeter jusqu'en 2020 et élaborer une démarche qui nous permettra de savoir ce que nous allons faire en 2020, de savoir ce que nous allons faire si jamais il y a des élections locales. Tout ce processus réflexionnel, eh bien, nous le prenons à bras le corps pour avoir un schéma d'organisation, un schéma de fonctionnement et un schéma d'action sur le terrain qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs intermédiaires jusqu'à la période de l'élection de 2020. Nathaniel Olympio, le président par intérim du Parti des Togolais, parti membre de la C14, et qui veut se muer en un grand mouvement citoyen, NSAI. Est-ce que vous partagez les leçons et le bilan que font Adoko et Nathaniel Olympio? Un Togolais avisé et ayant vécu toutes les étapes de cette lutte pour l'avènement, la démocratie au Togo. Tout à l'heure, j'allais évoquer le cas de nos frères qui ont été jugés en 90
au moment où l'actuel ministre de la Justice, puis Agbetom, était le président du tribunal, était celui qui avait jugé, qui était le juge qui avait fait ça. J'avais fait allusion à ça. Donc depuis 90, moi j'étais sur les bancs jusqu'à maintenant. Par rapport à la lutte que la C14 a entamée à partir du mois de 2017 jusqu'à maintenant, sincèrement, en Togolais avisé, moi je ne peux que les féliciter. Parce que ce n'a pas été facile. Et lorsqu'ils ont établi même leur bilan financier, l'autre fois, en plus de 17 mois, la contribution de la diaspora, et les contributions extérieures, et celles, y compris celles de la diaspora, s'élèvent à environ 43 millions. 43 508 791 francs pour une lutte politique au Togo. Les 43 millions là, que peut-être un parti utilise en 1 heure pour sa lutte politique. Donc ça veut dire que malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils ont lutté pour tout le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour organiser même des manifestations dans les préfectures à l'intérieur, il faudrait que ce soit la centrale de la C14 à Lomé qui envoie, c'est-à-dire des sous dans toutes les préfectures. Et dire que la contribution extérieure qu'ils ont reçue, c'est 43 millions. Moi, on peut que les féliciter. Et avec peu de moyens, le travail qu'ils ont abattu. Mais par contre... On sait que pour faire la politique en Afrique, il faut avoir beaucoup de sous. Mais voilà. Puisque certains n'ont pas de sous, pourquoi ils se lancent à la politique alors? Est-ce que ceux-là que vous avez en face, ils ont les moyens? C'est les moyens d'État qu'ils utilisent. C'est-à-dire, ne confondons pas les moyens d'État accaparés par un groupe pour dire qu'ils ont des moyens. Ce n'est pas des moyens pour eux. Tout ce qu'ils utilisent, Tony, ça t'appartient, ça m'appartient. Ça m'appartient aussi. Ce n'est pas le moyen du parti uni qu'ils utilisent. Unir, combien ils se cotisent dans le parti. C'est les moyens d'État qu'ils utilisent. Et au même moment, ces moyens-là, tu pouvais les donner également à l'opposition. Mais c'est ce que je voudrais dire. D'accord. Il y avait le chef de file de l'opposition qui avait certains avantages. Est-ce qu'il les mettait au profit de ces membres? Est-ce que, Tony, je te mets au défi de dire, depuis 2013, de me dire combien de fois le chef de file de l'opposition a bénéficié de ces avantages pécuniairement. Au grand jamais. Lui-même, il en a parlé. Il y a eu même des débats sur les médias. Nulle part, il n'a jamais touché à un seul franc de ces avantages. Donc il n'y avait que son salaire de député. De député. C'est indemnités de député. De député comme tous les autres députés. Et pourtant, certains lui reprochent, Félix de Savide, de n'avoir même pas organisé des séminaires de formation à l'intention des partisans de son parti. Mais c'est archi faux, il y en a eu plusieurs. Non, il y en a eu plusieurs. Et le dernier même, c'était en novembre dernier au César. Et il y a eu même des séminaires dans les fédérations à l'intérieur du pays. Donc il n'avait pas... Mais il faut être... Non, le problème c'est que, comme les médias d'État se sont... Non, tu as posé une question à quel je l'ai adressé à NSI et à Félix de Savide. D'accord, juste pour... Sinon, tu peux reprendre la parole à tout moment. Oui, et ce qui s'est passé, c'est simple. On avait dit que... Donc, en tant que chef de file d'opposition, n'a jamais bénéficié de son salaire de chef de file d'opposition. Non, on a donné 500... une somme redondante qui devait bénéficier par an. Attends, c'est ce que je suis en train de te le dire, de te dire. Et c'était prévu pour lui 500 millions par an. Oui. Mais, vu ce qui s'est passé... passé... C'est une institution de l'État aussi. De l'État aussi. Il devrait avoir... disons, la sécurité, des avantages, sécurité, tout cela. Siège. Mais comment ceux qui sont au pouvoir ont compris? Parce que, en fait, ce test-là était-il préparé pour Jean-Pierre Fabre? C'était une tenue posue. C'était préparé pour aujourd'hui, celui qui dit qu'il est devenu chef de file de l'opposition. Ernest, une minute. Donc, patience, s'il te plaît. En réalité, le pouvoir avait pensé que l'opposition n'allait pas participer à ces élections-là. C'est-à-dire il y a 5 ans. En 2013. En 2013. Et malheureusement, l'opposition, à la dernière minute, est allée aux élections et a remporté des sièges automatiquement. Et la Constitution a prévu que celui qui est le chef de file de l'opposition bénéficie de ça. Pour que la lutte puisse se faire. Parce que parvenir au pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux y être et après tu peux partir. Et les biens de l'État, la richesse de l'État, la contribution financière de l'État, l'État c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas pour ceux qui sont seulement au pouvoir. Donc, c'était prévu des avantages. Et malheureusement, on s'est dit, attention, au niveau de l'UNIR. Mais si jamais ce monsieur avait ces 500 millions, l'an, comme on l'a dit, seulement avec 43 millions
et comment on dit ça, Arrondissons à 50 à millions, 50 comme millions, disent certains. ils ont pu, au niveau de l'opposition, les C14, organiser, faire tout ce qu'on a suivi. Ça a fait trembler le régime. Mais le régime, les dirigeants du régime ont dit, ah, attention, on ne les a pas vus venir, ces gens du PNP. Mais ça, là, avec... mais, et si jamais on envoyait ces 500 millions chaque année à Jean-Pierre Fabre, voyez-vous, donc ce n'était pas fait. C'est dit. Mais au même moment, les sbires du pouvoir envoyaient sur les médias, envoyaient dans les réseaux sociaux qu'ils percevaient les des 500 gens, millions et qu'ils ne faisaient rien avec. Voilà, des gens qui intoxiquaient l'opinion nationale et internationale pour discréditer le chef de file de l'opposition. Deuxièmement, pour répondre maintenant au bilan, moi j'ai dit ce que j'ai compris, c'est que le pouvoir a tout fait pour casser la coalition de la C14. Et on a sorti ce qu'il faut, mais ils sont restés unis jusqu'à la fin. Ça, Tantôt, Jean-Pierre Fabre ne veut pas que le PNP le dévance. Tantôt, le PNP veut prendre le leadership. Il y a guerre de leadership. Et des journaux paraissent comme ça aussi. Oui. Alors, Yves Kesson, il est clair que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, le pouvoir ne veut pas en donner à l'opposition pour que ce nerf-là se retourne contre lui. Ah oui, c'est de bonne guerre. C'est la politique. Ils sont aux affaires. Donc, l'argent, c'est eux, tout. Ça leur appartient. L'armée aussi et la sécurité, tout cela, ça leur appartient. C'est la triste réalité. Donc, je crois que notre confrère... Oui, en effet, nous avons encore une fois en ligne le confrère Justin Anani depuis Lomé. Rebonsoir, Justin. Oui, alors nous sommes en train de parler de la mutation prochaine de la C14 en un grand mouvement citoyen au Togo, mais avant une autre démonstration de force le 12 janvier prochain. Est-ce que cette marche, selon vous qui êtes à Lomé, et vous qui assistez souvent à la conférence de presse de la C14, est-ce que cette marche était encore opportune? C'est opportune, ça c'est dada, comme le dirait l'autre. Mais bien avant, j'aimerais également clôturer ce dossier de la conférence à TV, parce que j'en parlais. Oui. C'était coupé entre temps. Donc, les trois charges retenues par le procureur de la République contre Stativi, c'est résistance aux forces publiques et rébellion. Donc, fait puni par l'article 492 du Code pénal. Donc, trouble à l'ordre public aggravé, fait puni par l'article 495. Et apologie du crime, donc, fait également puni par l'article 752. Donc, c'est sur les bases de ces trois chefs d'accusation que le sieur Stativi Poli s'est présenté devant le juge correctionnel aujourd'hui dans un procès pénal, je l'avais dit, et qui a duré plus de 5 heures de temps. Donc, au cours de ce débat, donc, il a lieu quand même de relever que les éléments qui en réalité devaient quand même soutenir l'accusation ont énormément manqué. Et des pièces qui ont été présentées n'ont pas été reconnues par Stativi, ce qui démontre suffisamment que ce sont des pièces fabriquées à juste titre pour pouvoir incriminer Stativi. Donc tout au long de ce débat, on n'a pas senti le procureur de la République qui poursuit en réalité de prouver, de démontrer, donc d'apporter des éléments de preuve et pour qui démontre en suffisance que Stativi a commis ces faits-là et que dans un procès pénal, ces éléments sont des éléments indispensables dans ce dossier. Maintenant, on finit. Il faut relever que le procureur a acquis 48 mois d'emprisonnement ferme contre Stativi. Les avocats de la défense sont montés au créneau au cours de la plaidoirie, ont démontré par A plus B qu'en réalité, les accusations dont il est question dans ce dossier sont des accusations farfelues, montées de toutes pièces, et que Stativi ne peut pas être condamné. Donc sur la base même des documents relevés, que ce soit les déclarations, que ce soit même des textes rédigés par les grands juristes dont Montesquieu, donc maître Raphaël Sandé Adjari, maître Célestin Bogan et maître Dovi Akoué ont montré au cours de ce procès qu'en réalité le procureur qui poursuit dans ce procès et qui demande à ce que cette soit condamné à 4 ans d'emprisonnement n'a pas allé dans le sens voulu par les textes, n'est pas allé dans le sens voulu par la loi et que par conséquent, donc le juge de séance doit quand même dire le droit. Donc au fil des débats de la plaidoirie, donc le juge a renvoyé le délibéré sur
le 16 prochain, on va connaître la décision du juge dans ce dossier-là. Voilà, pour le moment, ce qu'on peut retenir dans cette partie, je pense qu'on aura deux occasions pour revenir en détail sur comment le déroulé de ce procès. Maintenant, pour la question que vous venez de me poser, je crois que le professeur Aimé monsieur, au cours d'une émission, dans une émission aujourd'hui à Lomé, a confirmé bel et bien qu'aujourd'hui, il est Togolais de démontrer que ce qui s'est passé là ne rentre pas dans la logique des revendications et qui a fait sortir massivement le peuple togolais dans la rue depuis le 19 août 2017 à ce jour. Donc la CEDEAO aussi qui s'est pourvoyée, qui n'a pas aidé les Togolais et que ce qui semble à une complicité, une conspiration, mais Pascal a beaucoup l'a dit tout à l'heure, je voulais celui. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, il revient à ce que vous avez dit que c'est un non-événement, les élections qui ont eu lieu le 20 décembre dernier, et que par conséquent, ce qui est important aujourd'hui, et même dans la logique même du pouvoir, qui veut passer par tous les moyens. Allô? Nous avons encore perdu Justin Anani. Allez, ah oui, Justin, tu es là? Nous avons perdu Justin Anani une fois encore. Sûrement, il va nous rappeler. Alors, nous avons suivi de bout en bout ce qu'il dit et nous avons également, nous comprenons aujourd'hui, il trouve que c'est important, c'est opportun aussi que la C14 tienne cette marche-là du 12 janvier, Félix de Savy. Oui, il va questionner. C'est leur programme politique, hein, parce qu'ils ne peuvent pas laisser lâcher prise après les 16 élections. Ils veulent encore démontrer à l'opinion internationale qu'ils sont très pacifiques et ils veulent encore démontrer à l'opinion internationale que malgré les moyens de l'État, malgré tout ce que l'État fait pour les contraindre, mais ils sont là pour démontrer que la majeure partie de la population est avec eux. C'est une démonstration de force qu'ils veulent démontrer parce que qu'ils veulent montrer à la population qui a voté, au gouvernement et tous ceux qui sont à l'hémicycle. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'ils ont fait appel au boycott appuyé par le ministre Jibé Bawara, et automatiquement la population togolaise, tous ceux qui sont au CE savent que les comptes ont démontré que l'opposition togolaise a plus de personnes que le pouvoir, parce que lorsqu'ils ont lancé les mots d'ordre, personne ne croyait, mais à la fin, les résultats, même ceux qui se sont inscrits pour les élections, ne sont pas tous partis voter. Cela veut dire que le pouvoir en place et la population et la C14 ont essayé de démontrer cette fois-ci que la C14 a plus de personnes que le pouvoir en place. Voilà. Au lendemain des élections législatives, fait de sa vie, le chef de l'État a été allé au 54e sommet ordinaire de la CEDEAO où il a promis la tenue des élections locales cette année 2019. Est-ce que ces élections locales tiendront? Parce que là, j'ai entendu les leaders de la C14 disent qu'ils iront à ces élections locales, qu'il faut les préparer. Oui, ben... donc pour eux, il n'y a plus question de laisser le terrain vide à certains. Oui, c'est clair. Et comme j'aimerais appuyer un peu d'abord ce que Yves Akwesson a dit. Et quand Yves Akwesson dit, écoutez, il y a eu, disons, boycott. Et le boycott a démontré qu'à suffisance, ceux qui sont sortis, même, disons, les membres de UNIR, qui ont sillonné le Togo, ont vu que la très grande majorité des Togolais n'avaient même pas mis pied dehors. Et le pays était comme un pays mort. Ils l'ont su. Le peu qui a participé, c'est clair, ben, ils ont rapporté. Mais si c'est 2 personnes qui ont participé, et UNIR dit, il a rapporté, c'est vrai. Maintenant, j'ai dit ici, la semaine passée, si vous êtes dans une classe de 50 élèves et on dit on va élire le major par élection, par vote, malheureusement, pour élire le major, il y a seulement 5 personnes qui ont participé sur les 50. Mais le major est élu. Mais est-ce que le major peut se faire écouter par toute la classe? C'est le grand problème. Et j'ai été quand même heureux que
cette démonstration de force de l'opposition, malgré, parce que en politique, il n'y a jamais une fin. C'est ce que certains n'arrivent pas à comprendre. Si, de nos jours ou aujourd'hui, UNIR a gagné les législatives et au Parlement, est-ce que les problèmes du Togo sont finis? Non, du tout. Est-ce que tout est réglé? C'est ça. Non. Donc, Une minute. Non, j'étais en fait. Nous avons 2 minutes chacun parce que là. Non, mais quand tu veux que j'explique, je vais t'expliquer. Ben, 2 minutes chacun je vais t'expliquer. Suffisent pour expliquer beaucoup de choses. Non, mais a priori, je crois que j'ai pas débordé par rapport au temps. Vas-y. Alors, je disais que l'idée de participer aux élections législatives et à l'élection présidentielle est de bonne guerre. Parce que ce n'est pas seulement au Parlement. Le Parlement va faire des lois, mais la vie politique se fait sur le plan local d'abord. D'accord? Donc, voilà un peu. Et il faudrait que les Togolais ne baissent pas les bras. Que les Togolais ne pensent pas que la vie politique est finie. Non. Les élections municipales sont très importantes parce que elles vont faire appliquer la décentralisation au niveau des régions, au niveau des préfectures, au niveau des villes. Et l'élection présidentielle aussi n'est pas gagnée par le président fort, a priori. Donc, l'opposition et le parti au pouvoir UNIR, les deux, ont encore du pain sur la planche pour venir au bout de cette vie politique au Togo. Je voudrais dire à mon confrère qu'il ne faut pas faire rêver les Togolais. La politique, c'est quelque chose qui est très complexe. Actuellement, nous savions que depuis les présidentielles de 2013, ou bien 2013, mais tout le monde, 2015, tout le monde sait à suffisance que la population togolaise, dans son ensemble, a voté plus pour l'opposition, parce que nous avons les chiffres. Mais même au niveau des élections législatives, dans le temps, tout le monde sait que plus de personnes, ou bien d'inscrits, ont voté pour l'opposition, mais l'opposition n'a pas beaucoup de sièges. Suite au découpage électoral. Cela veut dire que le pouvoir en place a déjà calculé les choses et connaît l'avenir de ce pays. Est-ce que c'est sur les bases des inscrits que le pouvoir a organisé, c'est-à-dire les inscriptions sur les listes électorales? C'est sur ces bases-là que le pouvoir en place va organiser les législations et les municipales. Si c'est sur cette base, l'opposition doit tout faire pour se battre pour qu'il y ait encore révision des listes électorales. Si c'est sur cette base, on risque beaucoup de choses. Merci Yves Akeson. Les locales vont-elles tenir au Togo en SAI en 2019? Le chef de l'État, Fort États-Unis, l'a promis à ses pairs le 22 décembre dernier. Tony, est-ce que tu me permets de revenir sur... Vous avez posé une question par rapport à la mutation de la C14 et vous avez demandé si c'est opportun les prochaines manifestations. Je voudrais... Ce serait une aberration pour la C14 qui voudrait se muer en un mouvement citoyen, puisque elle n'était pas la seule structure ou bien le seul mouvement à solliciter, à demander les réformes. Il y avait le Front Citoyen Togo Debout, il y avait le mouvement Espérance Vie Togo du père Chanel. Ces forces-là doivent se converger pour quand même. Les Togolais ne sont pas sortis dans la rue en août, à partir d'août 2017, pour revendiquer une quelconque élection législative. Donc, la cessation des activités de la C14 équivaudrait à une résiliation et je crois que la population ne va jamais accepter cela ou bien tolérer cela à la C14. Alors, donc, ce qui est arrivé comme élection législative, c'était un incident de parcours imposé par un complot international de la CEDEAO et de la France. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ça veut dire que la lutte doit continuer. Ensuite, cette mutation-là doit permettre à ce que toutes les autres forces, qu'elles soient du Front Citoyen Togo Debout, qu'elles soient du mouvement Espérance du Togo, qu'elles soient de la C14, qu'elles soient de la diaspora, que ces gens-là se retrouvent. Le mouvement en aucun cas, tous ces mouvements activistes
que ces mouvements se retrouvent maintenant dans un front, dans un creuset pour faire face, pour réclamer ce qu'il faut à cette... Parce que nous savons déjà qu'un parlement unicolore ne peut voter que des lois qui vont à l'endroit de unir. On sait déjà ce qui va se passer. Peut-être on nous imposera un septennat, un mandat de 7 ans pour le président de la République, et que Foy Gnassingbé va encore briguer 2 mandats. Et on va mettre de côté ce qui a été proposé par l'expert sénégalais, Alioune, et on nous dira, non, la Chine a déjà donné son OK pour tout ce qui s'est passé au Togo. C'est ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'à cause de ça, la majorité des Togolais qui se retrouvent dans la C14 devaient rester les bras croisés? Non, pas du tout. Parce que les Togolais ont prouvé, tant au pouvoir et à la communauté internationale, qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça a été prouvé. Achadam cherche également à mobiliser les populations pour le 12. Bien sûr, Achadam, mais il fait partie de la C14. Donc, c'est une occasion pour toute la population togolaise, du sud au nord, de Lomé d'Apon, de Djankassa, Senkassé, de se remobiliser et de se retrouver dans les rues le 12, quels que soient même les prix à payer, le 12 et le samedi 12 janvier prochain, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Maintenant, par rapport à l'opportunité, mais par rapport aux élections locales, en tout cas, moi, je ne m'inscris pas pour l'instant dans ce siège-là, élection locale, avec quel CENI, avec quel code électoral, avec quel découpage électoral pour les locales, avec quel, comment appelle-t-on, quel coup constitutionnel va proclamer les résultats. Les réformes qu'on a exigées, est-ce que jusqu'alors, ces réformes-là sont faites? Comment? Donc moi, je ne m'inscris pas encore dans ce... Mais comme ils sont politiques... Le pouvoir dit que l'Assemblée nationale va opérer les réformes. Mais c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce que ce pouvoir-là peut faire et qui puisse... Qu'est-ce que ce pouvoir peut faire et qui puisse... comment appelle-t-on atteindre les aspirations du peuple togolais. Voilà. Les aspirations du peuple togolais. Et que ce pouvoir n'a pas pu faire depuis le 20 août 2006 que l'APJ a été signé. Qu'est-ce que ce pouvoir peut encore offrir aux Togolais et qu'ils puissent inspirer leur aspiration jusqu'à présent? Rien. Tout ce qui peut se faire dans ce Parlement unicolore, c'est qu'on puisse donner un bail à vie pour Foy Gnassingbé pour qu'il ait le pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je crois que nous qui sommes des Togolais, nous devons repenser tout ce qui doit se passer dans ce pays. Même les élections, il n'y avait pas eu beaucoup de participation, mais les députés sont déjà là. Les lois seront pour tout un chacun. On doit les subir. Et aussi, il faut dire... Je crois que dès lors que les leaders de la C14 pensent déjà au local, ils iront. J'en viens. Si aujourd'hui, les leaders de la C14 pensent au local et ils veulent se fusionner dans un mouvement citoyen, c'est très bien. Mais est-ce que nous aurons encore ces problèmes de leadership? Moi, je voulais poser la question justement. Beaucoup de Togolais qui sont de l'opposition même veulent qu'on bouge les responsables de la C14 et qu'on ne les voit plus à tête de ce mouvement citoyen. Et quel est ton avis? Les avis seront partagés. Pour le moment, je voudrais dire que il faudrait que celui-là, je crois qu'il y a... Oui, il y a Justin Anani qui revient. Allô, Justin? Ouais, Justin, beaucoup de Togolais veulent qu'à la tête de ce grand mouvement citoyen, qu'on ne retrouve pas les mêmes têtes qui ont dirigé la C14. Non, je ne pense pas. J'ai l'impression que l'analyse que vous êtes en train de faire et le débat qui avait de Donc, vous pensez que les mêmes qui ont dirigé la C14 doivent obligatoirement diriger le mouvement citoyen? Mais moi, je pense que pour le moment, rien n'est joué. Ernest l'a dit tout à l'heure. Lorsque le peuple togolais s'est levé depuis le 19 août, avec tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, ce ne sont pas des questions d'élection. Le peuple veut aujourd'hui, la majorité des Togolais du Ouest veut aujourd'hui les réformes politiques. Et qui dit réforme politique dit les réformes constitutionnelles. Vous n'êtes pas censé, quand vous prenez notre constitution aujourd'hui, mais le Premier ministre a fait l'attribution, le rôle même du Premier ministre est complètement dévolu. Et c'est le chef de l'État qui est le président de la République, le chef suprême de l'armée, qui contrôle tout le premier magistrat du pays, mais qui a au même moment le chef de gouvernement. Ça veut dire qu'en réalité, le poste de Premier ministre qui est là n'est pas un poste passager, enfin, peut-être qui n'est que peut-être un peu passant. Puisqu'en réalité, quand vous prenez la Constitution 92, vous l'analysez. La plupart du temps, quand on parle des réformes constitutionnelles, le problème se situe seulement au niveau de l'article 59, et notamment à son alinéa 2, qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Mais quand vous prenez
la constitution de 92, plébiscitée par le peuple congolais à plus de 98%, vous allez comprendre que ce qui est contenu dans cette constitution est complètement dépouillé. Donc quand on parle aujourd'hui de réforme constitutionnelle, il y a des fondamentaux. Du moins, c'est les valeurs qui sous-tendent l'enracinement de la démocratie. Et Justin, tu permets, parlons maintenant d'aujourd'hui. Les choses se passent. La CEDEAO a dit que le dialogue n'est pas rompu et pourtant on n'a pas renouvelé le mandat aux deux chefs d'État. Eh bien, la commission qui a été mise en place, le comité pour suivre le dialogue, on ne les sent plus. Les Togolais sont laissés à eux-mêmes. On parle aujourd'hui d'élections locales. La C14 doit s'inscrire dans cette dynamique, oui ou non? Moi, je dis attention. C'est-à-dire que quand on ne fait pas attention, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on va dire des auditeurs. Ils ne vont rien comprendre. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des questions de réforme contenues dans la feuille de la CEDEAO. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au statu quo. Ça n'a pas bougé. Les lieux n'ont pas bougé. Ce qui est justement de relever aujourd'hui est que le pouvoir a fait passage en force en organisant la mascarade électorale qu'on a connue le 20 décembre. Ça, c'est le premier élément. Sur le second aspect contenu sur la feuille de route, ou contenu également dans la même feuille de route, il est dit de tenir compte des apaisement. Vous parlez, vous débattez tout à l'heure de ces détenus qui sont libérés, qui sont libérés hier ou avant-hier. Ce sont les détenus des droits communs. Et la plupart de ces détenus, nous, les détenus de la justice, les investigations que nous avons menées, pratiquement beaucoup ont épuisé leur peine. Maintenant, ceux qui sont des acteurs politiques sont encore dans les liens de l'éducation. Est-ce qu'ils sont libérés? Non. Le débat est là. En dehors de ça, sur la question des réformes constitutionnelles, vous vous souvenez également que le ministre Bawara a laissé apprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les bâtiments, du moins, c'est tout ce qu'il faut pour organiser les élections locales. D'ici là, est-ce qu'on va mettre en place des éléments, des structures, les locaux nécessaires pour organiser des élections locales? Moi, je ne pense pas. Le débat aujourd'hui, c'est de mener encore un autre débat pour que les élections, les réformes puissent être contenues sur la feuille de route de la CEDEAO, soit quand même menées, et c'est après qu'on la visera. Maintenant, sur ce qui pense que l'équipe dirigeante qui est en tête de la C14 aujourd'hui, la C13 aujourd'hui, qui est en train d'être muté à un grand mouvement d'ensemble. Je pense que lorsqu'on met un combat contre un régime qui est complètement politique, ou pour ne pas dire un régime dictatorial, il ne faut pas mettre en tête que ça, les réformes, lorsque vous prenez part aux élections, vous allez les gagner. Et les élections futures ont démontré cette évidence par tous les moyens que le pouvoir de Lomé mettait en place. Donc le pouvoir toujours une grande majorité de son côté, mais le découpage de l'espace n'arrivait pas à permettre à cette opposition d'avoir plus de nombre au niveau du Parlement. Maintenant, quand on parle des élections locales aujourd'hui, je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments fondamentaux pour qu'il ne faut pas écarter du débat, mais sans les réformes, je ne pense pas qu'il aille sur ce terrain-là, plutôt remobiliser ou pour le peuple puisse quand même comprendre que son combat aujourd'hui, c'est d'aller vers les réformes politiques et à partir de ce moment-là, parler des réformes électorales et dans quelle mesure la finance peut être représentée. Je pense que fondamentalement... Voilà, Justin, nous avons entendu le président par intérim du Parti togolais dire qu'il réfléchisse pour les locales. Maintenant, parlons des violations des droits de l'homme au Togo. Pourquoi il y a un état de siège jusqu'à ce jour à Danizoguégan? C'est ce que beaucoup ne comprennent pas parce que dans ce milieu-là, la plupart même des enseignants ont fui le milieu. La rentrée scolaire qui a eu lieu le lundi dernier a démontré que les enseignants ont fui pratiquement la plupart partie, la plus grande partie à qui on attribue le titre d'opposant dans le milieu, certains ont été bastonnés au cours des élections, là, le 20, des manifestations qui en ont suivi tout au long de la campagne. Et beaucoup sont contraints maintenant à l'exil, comme s'ils sont obligés de l'autre côté du Ghana. Et dans ce siège-là, on voulait pas leur savoir que trois alliés ont été arrêtés au Ghana. Et aujourd'hui, le débat est d'actualité. Donc, c'est pour dire tout simplement que la situation aujourd'hui, qui est même réclamée par la C14, consiste à libérer les villes, puisque la plupart de ces villes sont considérées comme des villes d'état de siège, des états de siège. Donc, il ne faut pas continuer par évoluer dans un régime ou dans une système politique dont on qualifie de démocratie au moment où les droits de l'homme sont violés au quotidien et que les citoyens n'arrivent pas à abattre librement leurs occupations. Beaucoup aujourd'hui sont encore dans la détention, dans les prisons civiles, et qu'on qualifie même des détenus politiques. Sans pour pas les libérer, maintenant on peut pas en rajouter. Je pense que le débat là aujourd'hui est ne pas partir à une quelconque élection locale ou quoi que ce soit.
politique dans le cadre d'une zone qui est complètement militaire. Merci. Et qui est en train de viguer les populations. Merci Justin, tu vas nous rappeler à tout moment, merci infiniment. On va poursuivre le débat ici en studio. On dit merci à Justin Lani depuis Lomé. Il parle justement de ces problèmes. La C14 qui crie aura, la coalition alerte l'opinion sur un plan machiavélique du régime, publie et aujourd'hui Liberté dans sa parution du 9 janvier. Et effectivement, la C14 est en train de crier que le pouvoir en place veut lui porter un chapeau qui n'est pas le sien. On va écouter Eugénie Gadedi Sotossou, c'est une consoeur de Radio Pyramide FM qui était justement à cette conférence de presse de la C14. On va l'écouter, on revient juste derrière. Le gouvernement avait expliqué que ces agents s'étaient retrouvés par inadvertance en territoire ghanéen, ce que la C14 qualifie de mensonge dans un communiqué rendu public hier mardi. Le regroupement politique coordonné par Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson soutient qu'il s'agit plutôt d'une manœuvre du régime qui vise à faire croire à l'opinion internationale que la coalition détiendrait des caches d'armes en préparation d'une rébellion. Vu l'extrême gravité de ces informations persistantes, peut-on lire dans le communiqué, la coalition tient à alerter l'opinion nationale et internationale sur ce projet machiavélique et sordide du régime. Fin de lecture. Par la même occasion, la C14 exige que la lumière soit faite sur cette affaire et invite la population à une plus grande vigilance pour déjouer la réalisation de ce qu'elle appelle le plan diabolique du régime. Voilà, merci à notre consoeur Eugénie Gadediso. Ce problème-là, il est curieux. Dire qu'on retrouve 3 agents dans le Ghana, et on a l'impression qu'on est allé chercher les caches d'armes qui vont servir à une rébellion, et la C14 dit qu'elle ne connaît rien de tout ça. Voilà, ça sent mauvais. C'est machiavélique. C'est pourquoi je me disais la fois dernière dans une émission que aujourd'hui les députés ne sont plus couverts. Les députés de l'opposition ne sont plus couverts. Aujourd'hui, le chef de l'EFIL... Comment il n'y a plus de députés? Pardon, les députés d'antan, anciens députés, ne sont plus couverts. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que le pouvoir en place, après la libération de ces députés, de ces prisonniers, il y a la place maintenant pour cela. Parce que moi, je ne m'amuse pas sur mes analyses. Hein? Vous saviez, nous sommes dans un pays, nous sommes de potentiels prisonniers. Ça, je me le dis et je le sais. Et actuellement, les députés ne sont pas partis. Les anciens députés ne sont plus couverts par l'immunité parlementaire. Mais tout peut arriver. Vous avez vu la vitesse avec laquelle les incendies ou bien ce qui s'est passé au niveau du grand marché, automatiquement, il y a certaines personnes qui ont été incarcérées. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le temps qui nous reste actuellement? C'est pourquoi je me dis, nous devons beaucoup prier pour ce pays. Actuellement, on a 3 de nos corps habillés au niveau du Ghana qui sont à la recherche de quelque chose. Et c'est quelque chose au niveau de Daï maintenant. Il y a encore l'état de siège au niveau de Sokodé et autres là. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Donc, cela veut dire que, à mon avis, à mon humble avis, que actuellement, comme l'a dit le communiqué de Brigitte Adjamagbo, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a un plan machiavélique parce que tous ceux qui gênent doivent être emprisonnés ou bien l'opposition doit revoir sa copie dans l'avenir et puis la population togolaise doit être très vigilante. Nous avons peur pour l'avenir de nos nations parce que actuellement, ce qui se passe au niveau de notre pays nous laisse derrière, il y a beaucoup de réflexion. Merci. Faites de sa vie. 1 minute. Maintenant, le temps moi, je crois que le plan est très simple. Le plan, moi, à la place du gouvernement, qu'est-ce que je ferais? Je sais que l'opposition a des problèmes. L'opposition n'a plus la couverture parlementaire de beaucoup de ses députés. Et la stratégie des c'est de pouvoir écraser l'opposition une fois pour de bon, afin qu'elle ne puisse jamais plus se relever et ainsi
le parti UNIR va pouvoir se faire un boulevard. Donc, il faut créer un problème on très crée dangereux. un problème et on écrase la tête. On inculpe des gens. Moi, je dis, on écrase la tête de l'opposition une fois pour de bon et c'est fini. Avant qu'elle ne puisse se relever, déjà, le parti UNIR va occuper tout le... Parce qu'il y a 2020 en ligne de mire. Tout à fait. NSAI. Oui, mais c'est ça. Tu as commencé déjà avec l'interdiction déjà de la manifestation prévue pour le samedi qu'on ne va pas utiliser les itinéraires. Non, finalement, ils ont donné des itinéraires. C'est ce que je dis que... Mais, Tony, entre nous, c'est-à-dire que moi, des fois, j'accuse cette opposition. Quand moi, je veux te faire du mal là, c'est toi qui vas me dire de te taper là où je vais te taper. Mais c'est ça le problème. Quand l'opposition même accepte que... Est-ce que ce n'est pas quand même des démarches responsables, histoire d'éviter des confrontations? Mais on agit de manière responsable envers des gens qui se disent, qui se croient si responsables. Quand tu ne veux pas faire plus de responsabilité, moi j'agis... Vous avez vu l'arsenal que le gouvernement a sorti le jour du scrutin? Bien, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit, quand vous faites usage de la force brute, l'usage de la force brute est l'apparence des faibles. Et je l'ai toujours dit. Ça veut dire que le régime se sent faible devant l'opposition. C'est pourquoi il fait toujours usage. Et jusqu'à ce qu'un chef d'état-major sorte au cours d'une manifestation. On parle d'apologie de crimes, mais certains commettent des crimes au vu aussi. Très bien, et on les laisse. On les laisse. Et aucun procureur, aucun juge ne s'est auto-saisi. Non, comme ce sont seulement des billes qu'il a tirées pour tuer. Ce sont que des billes, ce n'est pas la balle. Sativi a tué qui avec quoi? Sativi a tué qui avec quoi? Non, c'est la parole. La parole. Oui, donc, la parole blesse plus que les billes. Oui, il a dit. Il y a une bille qui tue, mon frère. Il a dit en aucun cas. Alors, donc, je vous dis, Tony, il a des intentions. Aujourd'hui, le plan du pouvoir, c'est de tuer une fois pour toutes l'opposition. Mais c'est comme le pouvoir tiré à terre. Parce qu'un pays dans lequel vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Et très vite, l'opposition a élevé la voix pour dire que je ne suis pas dedans. Voilà. Et l'opposition demande au gouvernement de dire la vérité. On nous a dit ici que le Togo n'est pas une colonie du Ghana. Mais je viens de constater que le Ghana est devenu une préfecture du Togo. Parce que des militaires togolais peuvent aller commettre des bêtises au Ghana sans que, quand on regarde, après on vient nous... Le gouvernement a sorti un communiqué pour dire que cela ne va plus se répéter. Et qu'ils vont garder les relations. Non, ça c'est une insulte à l'intelligence des militaires togolais. Comme nous disent qu'un militaire togolais ne connaît pas où s'arrêtent les limites du Togo, c'est une insulte du pouvoir à l'endroit de nos militaires. Voilà. Il n'est pas un, ils sont trois. Merci. Donc, c'est une insulte du pouvoir unir à l'endroit de nos militaires. Une minute chacun. Que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Merci. Parlons du quinquennat social de Fonia Singbe, puisque cette année, ce quinquennat l'a fini. Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce quinquennat social et qui vous a plu de Fonia Singbe, ce qui reste à faire? On fait un tour de table. Je commence par Anessaï. Quinquennat social. Oui. Bon, 0 pointé. À mon niveau. Pour toi. 0 pointé. Rien à se mettre sur la dent? Rien. Il va rien. Plutôt, les couches sociales les plus défavorisées ont été encore plus défavorisées. Non, mais moi, je crois qu'on a fait beaucoup de communiqués, beaucoup de propagande, mais rien n'est sorti là-dedans. RAS. Et Félix de Savy? Et moi, je crois que le président Fonia Singbe a beaucoup d'idées. Il a beaucoup d'idées, mais dans la concrétisation de ce qu'il fait, ça laisse beaucoup à désirer. Donc, il faudrait qu'il revoie sa copie. Et le mandat social, ça a été un problème pour lui. Il a dit, mais dans la réalité, ça n'a pas été fait. Les moyens financiers lui ont beaucoup manqué. Notre pays est complètement à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Et quand on n'a pas de l'argent, on ne peut rien réaliser. D'accord. Mandat social, on peut quand même citer que Fonia Singbe a financé ou subventionné l'opération chirurgicale des mamans qui vont aller donner des naissances carrément. On peut parler également de la construction de certaines écoles avec le projet Péri. C'est vrai qu'il reste encore, mais il y a, Péri qui a le service des affaires sociales à chaque fois au cours des fêtes de Noël et de Nouvel An. Le gouvernement, sur instruction personnelle du chef de l'État, envoie la ministre de l'Action sociale distribuer des kits alimentaires aux enfants. Il y a aussi le ministre de l'Agriculture qui allait distribuer des roues et des dabas. On se rappelle que dans Tandjouaré, il y avait eu des problèmes entre des voisins. À Tandjouaré, on a brûlé des maisons. On a vu le chef de l'État dépêcher le général Yark Dameram aller donc soutenir ces gens avec quelques sacs de riz. Et dans Tandjouar également, c'est pareil. Est-ce que c'était un projet social? Je ne sais pas si sur le plan quinquennat social, Justin a juste 30 secondes pour nous dire son avis. Allô, Justin? Ce plan social dont vous
vous venez de faire cas, je dirais que c'est du fiasco. C'est ce coup de ce mandat-là, même que la violation des droits de l'homme a été plus constatée dans notre pays. Depuis le 19, vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Des gens qui sont en détention, beaucoup qui ont torturé, beaucoup qui ont fui le pays. Lorsqu'on veut comparer aujourd'hui les 3 mandats, il est bien que la CIB n'a pas encore terminé le 3e, mais depuis ce qu'on a connu depuis 2005 à son arrivée au pouvoir, où il a massacré les gens, et que par après, ce qu'on constate aujourd'hui, je dis que c'est ce mandat-là qui est le plus catastrophique. Un mandat où on a violé énormément les droits de l'homme, où on a pu tuer, les enfants ont été victimes. C'est ce coup de ce mandat-là qu'on a vu un général sur un terrain de manifestation pacifique, ce qui n'existe nulle part. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, il y a quand même de réfléchir une fois, nous qui sommes des Togolais, pour voir dans quelle mesure on peut apporter plus pour que ça change. Donc tu n'as rien vu par rapport au mandat social pour apprécier? Non, un mandat social, c'est un mandat social, mais au centre qu'on appelle hospitalier universitaire, Sylvanus Olympio. Moi je ne veux pas comprendre que dans une pédiatrie, 3 enfants se retrouvent sur un seul lit. Le minimum. Donc la santé, ça ne va pas. Mais ça, la santé ne peut rien. Allez au CH aujourd'hui, allez au niveau de la chirurgie, allez à la maternité, allez au pédiatrie, au niveau de la pédiatrie, à la traumatologie. Allez constater les dégâts là-bas. La mort, ça fait des morts. On n'en parle pas. Les gens sont obligés maintenant d'ériger la mode dans la prison. Non, mais de temps en temps, le chef de l'État envoie des cadeaux aux enfants, aux nouveau-nés là-bas, dans les pédiatries du CHU et ailleurs. C'est de l'adoration. Le chef de l'État a également fait l'effort de reconstruire la morgue de Lomé et de construire un cimetière à Thiévier. La route de Lomé, où en sommes-nous aujourd'hui? On a détourné plus de 26 milliards. Les 15 millions qu'on dépose au niveau des cabinets des ministres, est-ce qu'on a eu fait le compte? Voilà. Justin, les confrères sont en train de se moquer de mon studio. J'ai dit 30 secondes, tu es parti à 4 minutes. Maintenant, on va parler du coup d'État manqué au Gabon. Beaucoup pensent que c'est juste une simulation. Bon, une simulation, je ne saurais le dire, mais moi, je qualifie ce qui s'est passé au Gabon par ce qu'on a connu en 2015 au niveau du Burundi, où le général, comment on l'appelle, Geoffroy Yombaré, a fait un coup d'État en complicité avec beaucoup de garnisons et qu'au finish, beaucoup ont désisté. Et seulement aujourd'hui, il faut relever qu'au niveau de ces pays dictatoriaux où on pense que l'armée est contrôlée et par le dictateur, il y a quand même les corps habillés, certains parmi les corps habillés qui ont encore la notion de la République, que lorsque la République est en danger, il faut la sauver. Et bon, il est bien vrai que le coup d'État, on ne peut pas l'applaudir, on ne peut pas le soutenir dans une démocratie, mais la question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui le Gabon est une république de démocratie. Donc là, il faut condamner, mais il faut quand même saluer le courage de cet officier-là, malheureusement, qui a été trahi en deuxième position, sinon lorsque la République est en danger, je pense que ça concerne pratiquement tous les fils de la nation pour venir à un moment donné. Mais seulement, ce qui est également de relever, il faut quand même dire qu'au niveau même du camp de Ali Bongo, mais quels sont ceux-là qui sont derrière en réalité de ce coup d'État-là, pour le moment, on ne saurait le dire. Oui, ça gronde, mais... Dans les grands lacs, toujours, en Afrique centrale, la RDC, les élections ne sont toujours pas proclamées. On attend la proclamation aujourd'hui, mais la CENI dénonce les pressions qu'elle reçoit de par le monde. Je pense que cette CENI mérite la pression. Parce que lorsque vous êtes une institution, on dit que vous êtes indépendante, il va falloir pleinement jouer votre mission. Donc on constate malheureusement que la CENI qui est là n'est pas indépendante du tout. La CENI veut jouer le rôle de Kabila. Et Kabila qui a présenté son client, enfin son dauphin, pour le remplacer. Comme ça, il va aller se reposer dans une île dorée quelque part. Moi, je pense qu'il se trompe. On ne peut pas se permettre de tirer sur les gens même dans l'église. Et après avoir passé la main, ils allaient se reposer. Ceux-là qui ont commis des crises, moi je dis, d'une manière ou d'une autre, ils vont répondre de leurs actes. Aujourd'hui, l'élection n'est pas en faveur du candidat comment on l'appelle, Kabila. Donc on passe par tous les moyens pour les résultats sont déjà dans les mains de plusieurs observateurs et qui mettent la pression sur la CENI, sur ces messieurs-là pour dire attention, si vous ne faites pas d'argent, nous serons obligés dans le moment venu de proclamer les vrais résultats. Merci. Merci Justin Lava. Le temps nous talonne. Merci beaucoup à vous. Merci à toi infiniment. Allez, donc Gabon, voilà. Beaucoup pensent que c'est juste des plaisantins qui sont venus. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas des gens cachés derrière. 30 secondes, s'il te plaît. Et moi, je crois que un coup d'État n'est pas à souhaiter, mais pourquoi est-ce que l'Union africaine dénonce les coups d'État physiques, militaires, mais n'arrive pas à dénoncer les coups d'État constitutionnels?
Pourquoi? C'est une interrogation. Oui, d'accord. Parce que tous les États sont des coups d'État. NSI? Bon, moi, je voudrais, c'est pas bon de soutenir le coup d'État, mais je voudrais saluer le courage et la bravoure de ces jeunes officiers gabonais qui ont quand même constaté que le peuple gabonais souffre, tout comme au Togo ici. Et moi, c'est un acte salutaire, seulement que le peuple gabonais même n'a pas su les soutenir dans leur initiative. C'est ça le problème. Ils ont eu peur. Maintenant, vous vous rappelez d'une interview accordée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, personne qui disait les États qui refusent les alternances pacifiques, qui s'attendent à des révolutions, des coups d'État. Mais il a dit ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, hein. Alors que lorsque c'est-à-dire que comme tel que ça se passe au Togo aujourd'hui là, vous fermez toute opportunité à un changement, à une alternance, et que vous tout bloquez à vous. Bon, mais c'est assez résultat qu'on arrive. Hein? Yves Akesson, ce coup d'État, c'était salutaire ou c'était pas une bonne démarche? Non, c'était salutaire et moi j'étais très content de cela. Même s'ils ont échoué, ça donnera certaines leçons à certaines. Donc ça donne des idées. Ça veut dire que lorsque le jeu devient sans issue, les citoyens deviennent dangereux pour ceux en RDC, Yves Akesson, on a l'impression que il y a 3 candidats qui se réclament la victoire. Il y a Ramazani, donc du parti au pouvoir, il y a Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Tous les 3 se réclament. Mais Senko, qui est le conseil du clergé là-bas, dit que ce conseil connaît le gagnant. Maintenant, c'est dans l'imbroglio total là-bas. Non, mais vous saviez, lorsque les prélats ont leur église un peu partout au niveau du Congo, ils sont les mieux implantés et puis ils ont envoyé leurs observateurs sur le terrain. C'est avec ces PV qu'ils, eux, actuellement, ont le courage. 40 000 observateurs. Voilà, ont le courage de dire que c'est ça ce que nous avons dans notre main. Signé par les membres du bureau. Et il démontre cela à suffisant à tous ceux qui veulent le voir. Donc, c'est ça la réalité dans laquelle nous devons vivre désormais. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités pour la vérité. Certains estiment, NSI, que c'est faux et que le clergé, c'est une institution de l'Occident, que l'Occident veut manipuler ces élections. Vous savez, l'Occident, c'est la même chose qui a été dit ici, qu'on est en train de manipuler le père Chanel Afoyon, qui a créé, comment l'appelle-t-on, la société civile. Qui est en train de créer un parti politique. Vous savez, je me souviens, lorsque l'armée était allée mater la population dans une cathédrale. Y compris les prêtres. Très bien. Et l'archevêque de Kinshasa était monté au créneau. Il y a Kabila qui lui demandait de laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu, de laisser à César ce qui appartient à César. Et l'archevêque lui répondait, c'est bien vrai que le peuple de Dieu, le pouvoir lui appartient à César, mais le peuple de Dieu n'appartient pas à César. Et les évêques ont joué leur partition en tant que représentants de Dieu. Et ils ne peuvent pas voir le peuple de Dieu souffrir, maltraité, malmené, tel qu'on le fait au Togo, au Congo, et dans les 2 Congos, au Gabon, et ainsi de suite. C'est pas normal. Et c'est pourquoi je tiens à apprécier à sa juste valeur l'acte posé par le clergé congolais. Ça peut faire tache d'huile dans les autres pays, ça nous ferait plaisir. Merci. Félix de Savy. Non, en RDC. Oui, tout a été dit. Oui, en RDC, je me suis dit que le clergé a joué son rôle. Même si au Togo, le clergé aussi a appelé au boycott. Ça aussi, on ne le dit pas assez. Le clergé n'a pas appelé au boycott, mais le clergé a apprécié à ne pas s'associer au processus. C'est-à-dire, c'est 2 choses différentes. Oui. La C14 et le clergé n'ont pas appelé au boycott. Au Togo, au cours de la rencontre du clergé à Anéro, ils ont plutôt tiré la sonnette d'alarme pour dire que ce qui se passe, ce n'est pas bien, qu'il faut se raviser. À un processus vicié. Oui, ça veut dire quoi? Moi, là, qui suis chrétien catholique, mon évêque me dit ne t'associe pas m'associer à ce qui est en train de faire. C'est un boycott déguisé. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler en 1 minute de l'élection de meilleur joueur hier au Sénégal. C'est encore l'Égyptien Mohamed Salah qui a été élu devant Sadio Mané. Au même moment, la même Égypte reçoit la CAN pendant que ce pays est tout simplement truffé de terroristes. Félix de Savy. Moi, je crois que d'abord, il faut féliciter Mo Salah. Et je le suis beaucoup sur... d'abord, en Angleterre, mon équipe, c'est Liverpool.
Et donc, je l'apprécie, je le suis presque tous les week-ends sur Canal. Est-ce que... Et je dis, et par rapport au niveau de ce qui s'est passé, pas la victoire, c'est-à-dire l'accord que la CAF a donné pour organiser la CAN en Égypte, tu me dis... C'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Parce que quand vous laissez... Pour toi, c'est une bonne chose. On prend. Quelqu'un prend. Oui. Alors, une bonne chose dans un pays avec beaucoup de terroristes. Pourquoi les Camerounais, on leur a donné plus de temps et ils n'ont pas pu réussir? Si quelqu'un veut le prendre, c'est à la bonne heure. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. À la bonne heure. Bon, ok, moi je voudrais quand même féliciter Mohamed Salah. Il a mérité. Mais par contre... Sadio Mané l'aurait mérité aussi. Mais entre les deux, moi j'aurais préféré... Mais le palmarès parle. Mais par contre, par rapport à l'attribution de la CAN à l'Égypte, je ne suis pas d'accord. Ça aurait été l'Afrique du Sud que... Voilà. Parce que l'Afrique du Sud était bien partie pour accueillir encore cette CAN. Mais malheureusement, la mafia africaine a encore agi. Moi je l'appelle ainsi. C'est la mafia africaine. Truffée de terroristes. Mais vraiment, c'est la mafia africaine qui a Merci beaucoup Yves, question d'être passé. Ernest Saï, merci à toi. Merci Félix de Savy. Merci à tout le monde. Merci à Justin Lani qui nous a appelé depuis Lomé plusieurs fois. Merci cher confrère Aimé de Séville Julien qui était à la technique, Tony Marcel. Rediffusion ce soir à 22h. On se donne rendez-vous pour le 3e numéro mercredi prochain. Au revoir, c'était la fin de l'émission Le Cercle des journalistes. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission.